Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, notre programme visite le pays le plus cactus du monde. Bien sûr, c'est le Mexique. Ne quittez pas. Veo un cielo de colores y por él voy caminando. Dans notre programme d'aujourd'hui, la ville de Mexico, la ville que vous pouvez envier. Croyez-le ou pas, mais la location d'un vélo au Mexique est gratuite. L'intérieur du Mexique ou comment devenir sobre rapidement. Le choc électrique. Les horreurs de la capitale mexicaine, l'un des endroits les plus mystérieux et effrayants de la planète, l'île aux poupées. On a l'impression que chacun de vos pas sur cette île mystérieuse est observé par des centaines d'orbites vides. Une ancienne ville de la banlieue de Mexico où des sacrifices avaient été faits. Nous ne savons toujours pas avec certitude qui a construit tout cela, mais les Aztèques avaient trouvé cet immense bâtiment et la taille pure de celui-ci leur faisait penser que seuls des géants ou des dieux pouvaient créer cette structure. Après être descendus des pyramides, nous montrerons le quartier le plus dangereux de Mexico. N'y va pas, tu vas te faire tuer. Aussi, nous vous parlerons d'une religion effrayante, la Santa Muerte. Ces adeptes sont pour la plupart des criminels et des détenus. Ils adorent la mort et l'appellent sainte. Ils viennent ici avant de commettre un meurtre, par exemple, et demandent de l'aide. Restez à l'écoute, ça va être intéressant. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. La ville de Mexico, la plus ancienne ville d'Amérique du Nord. Selon une version, le nom de la capitale mexicaine peut être traduit de la langue aztèque par « dans le nombril de la lune ». Qu'est-ce que la lune a à voir avec cela? Nous ne pouvons pas le dire sans les Aztèques. Mais on peut dire avec certitude que c'est la ville la plus développée du Mexique et l'une des mégalopoles les plus avancées et les plus modernes d'Amérique latine. La taille et la densité de la population de Mexico ne sont dépassées que par Tokyo. 25 millions de personnes vivent ici. Dans le centre de Mexico, vous perdez le sentiment d'être en Amérique latine. Il semble que vous vous promenez dans les rues modernes de Barcelone ou de Madrid. Lorsque vous êtes ici, le nom du pays de tiers-monde, comme on appelle souvent le Mexique dans notre pays, semble absurde. Mexico est bien en avance sur de nombreuses capitales, des cathédrales catholiques, des anciennes structures aztèques, des milliers de monuments, des dizaines de zones archéologiques et de musées, des gratte-ciels modernes, des centres d'affaires et des magasins de mode. Un mélange réussi de cultures et d'époques a fait de Mexico une mégalopole unique. Regardez de plus près. Il n'y a pas de sensation de tiers-monde ici. C'est l'Europe pure. Le ville de Mexico est idéal pour les voyageurs qui aiment observer la vie. C'est un vrai film de réalité. Allez regarder. C'est une ville aux mœurs libres. Personne n'a honte de rien ici. Les citadins commencent leur journée chez un cireur de chaussures. Les bottes brillantes, non seulement les hommes d'affaires se rendent au travail à vélo, mais aussi les policiers. Les jeunes font du relais toute l'année, l'apprentissage des sauts de skateboard dans de nombreux parcs, et tout cela en raison du climat unique. Aussi, Mexico est une ville de printemps éternel. Le fait est que la ville est située à 2240 mètres d'altitude et la température ici est très confortable toute l'année. 22 degrés Celsius plus. Buenos días, señor.
Vive le Mexique! De plus, Mexico est une ville très musicale. À chaque pas, vous rencontrez des saxophonistes, des guitaristes, les mariachis légendaires, mais des joueurs d'orgue de rue sont les musiciens les plus nombreux dans les rues. Ils sont officiels, homologués par l'État. Pourquoi y a-t-il tant d'organistes à Mexico? Tes collègues, les Mexicains aiment les orgues de barbarie. C'est la tradition de notre ville. Chacun de nous a une licence. Nous travaillons officiellement. L'instrument le plus facile à maîtriser. Gracias, Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également voir de nombreux bénévoles qui collectent des fonds pour la lutte contre les incendies. C'est un service non gouvernemental. Bonjour. Bonjour. Laissez-moi donner un petit montant à votre fonds. Merci. Regardez, il a tout son équipement avec lui, nécessaire pour lutter contre les incendies. Vous pouvez souvent rencontrer de telles personnes dans toute la ville. Ils collectent de l'argent. Notre tâche est d'aider à combattre les incendies et d'expliquer aux gens comment le faire de la bonne façon. Nous sommes bénévoles. Nous ne recevons aucun paiement pour cela. Si je veux rejoindre votre cause, m'accepterez-vous? Bien sûr, nous avons besoin de toute l'aide possible. Je vois que vous aidez à résoudre des problèmes ainsi qu'à combattre des incendies. Par exemple, une voiture coincée dans le trou de vendange. Dans le monde entier, les pompiers aident les gens dans diverses situations. Nous le faisons aussi. Quelle était la demande la plus inhabituelle? Une fois, un homme qui attendait le bus n'avait rien à faire et a mis son doigt dans le trou de la structure de l'arrêt de bus et il n'a pas pu le sortir. Nous avons dû l'aider. Vous connaissez les demandes que vos collègues ukrainiens reçoivent. Un homme laisse tomber quelque chose dans la cuvette des toilettes, un téléphone par exemple, y met la main et il ne peut pas le retirer. Quand les gens ne pensent pas aux conséquences, d'autres choses peuvent arriver. En hiver, il fait très froid dans notre pays, contrairement au vôtre. Parfois, la température extérieure descend en dessous de 25 degrés Celsius et les enfants lèchent parfois du métal et leur langue se coince. Vous devez verser de l'eau tiède dessus. Alors venez en Ukraine, nous échangerons nos expériences. Merci. Organiser un service de pompiers volontaires n'est pas la seule idée utile. Les administrateurs de la ville de Kiev doivent venir à Mexico et voir comment organiser le mouvement des piétons et des conducteurs dans une capitale moderne, pour qu'ils ne se retiennent pas. Chaque endroit où une voiture pourrait potentiellement aller est clôturé avec des barrières caoutchoutées. Vous voyez que chaque passage clouté a ses barres. Les conducteurs ne peuvent même pas penser à se permettre de tourner ou de se garer ici. C'est hors de question. La route est pour les voitures et le trottoir est pour les piétons. La règle en commune. Tous les parkings sont souterrains ou à plusieurs niveaux. Vous ne verrez pas de voitures sur le bord des routes ici, donc il n'y a pas tellement d'embouteillage. Et vous n'avez pas à vous frayer un chemin à travers les voitures et à vous salir comme vous le faites dans la rue principale de Kiev. Tout est pour les gens ici. Un passage clôturé avec des barreaux, parce qu'un conducteur doit savoir que ce n'est pas son territoire, c'est le territoire des piétons. Il y a une autre loi adoptée par l'administration municipale dans le but de prendre soin de l'environnement et de minimiser les embouteillages. Le dernier chiffre d'un numéro de plaque est un jour de la semaine quand les voitures est interdite de se déplacer dans la ville. Ainsi, chaque voiture ne circule pas plus de 6 jours par semaine. Sinon, une voiture sera amenée dans une station de police et son propriétaire paiera une amende. Mais ce qu'il y a de plus cool à Mexico, ce sont les milliers de parkings pour les vélos.
Si vous payez 300 pesos par an, c'est un peu plus de 20 $, vous pouvez utiliser un vélo autant de fois que vous le souhaitez. Et le temps d'utilisation est illimité. Tu y vas, tu mets une carte magnétique ici et tu prends un vélo. Vous arrivez à un endroit dont vous avez besoin et vous laissez le vélo sur un parking le même que celui-ci. Et tu t'en vas. De cette façon, vous ne pouvez voyager dans la ville que pour 20 $ par an. Buenos días, señor. Comment pensez-vous? Le système de vélo est pratique? Oui, c'est très pratique. Je n'utilise plus les transports urbains depuis 4 ans. Je ne roule que sur ce vélo de location. C'est bon pour la santé et pas cher. Merci et bonne chance. Merci. Chère maire de Kiev, quand aurons-nous un tel système? C'est comme ça que vit l'Europe. C'est comme ça que vit le Mexique, bien que nos fonctionnaires l'appellent généralement un pays du tiers-monde. Pourquoi ne l'avons-nous toujours pas? Mais ce n'est pas la fin. Les administrateurs de la ville de Mexico se battent vraiment pour la santé et la bonne écologie des habitants. C'est pourquoi les gens ont l'habitude de faire des miracles à vélo ici. Croyez-le ou pas, mais vous pouvez prendre un vélo à Mexico gratuitement. La ville compte des centaines d'endroits de ce type où vous pouvez laisser votre passeport et louer un ami à 2 roues. Cependant, pendant 3 heures seulement. Ces lieux sont destinés à ceux qui n'utilisent pas régulièrement ce transport et qui ne souhaitent pas acheter d'abonnement annuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Puis-je prendre un vélo? Oui, laissez juste votre passeport. Voilà. Vous remplissez un formulaire très simple, nom, numéro de passeport, numéro de téléphone et heure de départ, 15h45. Où dois-je signer? Ici. Écoutez, je n'arrive pas à y croire. Pourquoi le vélo est gratuit? Qui a inventé ça? Ceci est un projet social. Nous voulons que les gens utilisent le moins possible leur voiture et roulent plus souvent à vélo. Les Mexicains, je suis fier de vous. J'aimerais que nous ayons des Mexicains dans le bureau du maire de Kiev. Ce serait cool. Merci. Mes amis, regardez ça. Le vélo est patriotique, jaune et bleu. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Bon, mes amis, vive le Mexique. Une piste cyclable clôturée est excellente. Vous vous sentez en sécurité. Aucune voiture ne vous heurtera. Voyez-vous ce signe? Uniquement pour les cyclistes. Et voici une barrière en ciment recouverte de plastique. Si quelqu'un par hasard tombe dessus, il ne se blessera pas. C'est assez doux. Il y a un feu spécial pour les cyclistes. La chose la plus importante est que vous vous sentez constamment en sécurité à vélo à Mexico. Vous savez que vos droits sont protégés. Vous êtes un acteur à part entière du mouvement routier. À Kiev, quand tu sors à vélo, c'est comme ton dernier combat. Tout le monde vous klaxonne. Parfois, ils vous détestent même. Les chauffeurs vous appellent croustillant. Et beaucoup de gens sur 2 roues meurent vraiment. Ici, on se sent aussi douillé qu'un sec dans un tapis. Tout est élaboré. Toutes les bordures sont coupées, des rangs pratiques. Vous n'avez pas besoin de soulever votre vélo, le tirer sur le trottoir. Tout est pour les gens. Au fait, chers amis, il existe une façon intéressante d'utiliser un vélo gratuit tout le temps. Vous avez juste besoin de le sortir dans un nouveau lieu de location toutes les 3 heures. Si vous ne voulez pas tourner les pédales, il y a toujours le métro. Et maintenant, chers amis, nous allons voir à quoi ressemble le métro de Mexico. Le passage coûte 5 pesos.
Le métro mexicain est l'un des plus grands d'Amérique latine. 12 lignes et 195 stations. C'est juste un métro, rien de spécial à en dire. Les gens lisent, dorment, se traînent, s'embrassent. Contrairement à notre métro, les wagons ne sont pas séparés. Beaucoup de vendeurs proposant quelque chose, des bracelets par exemple. Peut-être que la principale caractéristique distinctive du métro de Mexico est une carte très inhabituelle. Le fait est que beaucoup de membres de la tribu, les Indiens, utilisent le métro et ils ne savent pas lire. C'est pourquoi chaque station est marquée d'une image. C'est simple et clair. Par exemple, voici la rue avec beaucoup de palmiers. Vous ne serez jamais confus. Voici une gare centrale où se trouve le bâtiment du gouvernement mexicain et elle est marquée de l'emblème national du pays. Voici le cimetière central. L'image est une tombe. Il est difficile de se tromper. Le monument à la Révolution, c'est un dessin. Sauf le métro, la ville mexicaine a un autre excellent moyen de se rendre rapidement à n'importe quel endroit de la ville. Les passagers des transports publics à Mexico n'attendent jamais dans les embouteillages parce que le transport principal est ce qu'on appelle le métrobus. Une voie distincte lui est réservée. Elle est séparée par une bordure assez haute. Ainsi, aucune voiture, même une Jeep, ne l'escaladera. Mais si le chauffeur est assez audacieux pour faire une telle chose, il paiera une énorme amende. Maintenant, nous allons aussi prendre un métrobus. J'ai mis une carte et je passe. Le métrobus est un métro et un bus deux en un. Ainsi que dans nos vieux bus Icarus, il y a une connexion accordéon. Vous pouvez vous tenir au milieu et vous déplacer. Contrairement à nos bus Icarus, il y a toujours un moniteur qui affiche tous les arrêts, l'heure d'arrivée au prochain arrêt. C'est vraiment pratique. Regardez ça, s'il vous plaît. La ville est coincée dans les embouteillages. C'est infranchissable. Et nous roulons. Comme dans le métro, les stations sont signalées par des images dans le métrobus. Une machine à vapeur est une gare, ce bâtiment est une banque. Voici un hôpital, par exemple. Une grosse croix, c'est facile et net. Mais il y a aussi beaucoup de gens riches dans la capitale de sombrero et de la tequila. Ils ne sont en aucun cas soucieux d'économiser sur le transport. Le Mexique est un pays de voitures classiques. Il y a tellement de voitures uniques que les gens organisent de temps en temps des défilés en plein centre de Mexico. Ils présentent leurs pièces uniques. Regardez, une Ford Mustang. Vraiment cool. Deux autres Mustangs. L'une d'eux est un cabriolet. Une voiture merveilleuse. Agréable. Une Porsche très ancienne, mais très brillante. Une autre. Et une autre. Tout un défilé de Porsche. Une Chevrolet pick-up très ancienne et très rare. Celle-ci ressemble à Pobeda. Une Rolls-Royce, une vraie Rolls-Royce. Et bien sûr, la voiture la plus populaire du marché de masse au Mexique est la Volkswagen Beetle. Il y en a des millions ici. Le soir, il y a moins de voitures dans les rues et plus de monde. Les Mexicains vont se promener pour faire leur truc préféré, manger. Si jamais vous allez au Mexique, assurez-vous de goûter la principale spécialité mexicaine. Ça s'appelle des tacos. Un pain plat avec diverses garnitures. C'est comme le borscht pour les Ukrainiens. Les filles, qu'y a-t-il dans vos tacos? Il y a de la viande, des légumes, des haricots et diverses sauces. Bien sûr, la sauce guacamole est bien en vue.
C'est aussi une légende mexicaine. L'ingrédient principal est l'avocat, ainsi que les oignons et les jus de citron vert. Et bien sûr du poivre. Il n'y a rien sans poivre au Mexique. Je voudrais le meilleur taco, s'il vous plaît. Je vais préparer un taco au porc. Nous sommes ukrainiens, nous aimons le porc. Un taco est un plat mexicain traditionnel qui a vraisemblablement été inventé par les cavaliers charros pour manger sans descendre de cheval. C'est pourquoi le taco doit être tenu à la main. Gracias. En vérité, le génie est simplicité. Une tortilla et une garniture. Un peu de riz, de porc et de guacamole, bien sûr. Oh! C'est chaud. Un vrai Mexicain pliera toujours des tacos comme ça et mangera comme un sandwich ou un kebab. Vraiment délicieux. De l'eau, s'il vous plaît. Un peu d'eau. Voilà. Ouvrez-le, ouvrez-le, s'il vous plaît. Madame, qu'avez-vous fait? Épicé, épicé. Il y a cette chanson, c'est affreux. Chers amis, c'est une leçon pour ceux qui envisagent d'aller au Mexique. Lorsque vous commandez quelque chose, assurez-vous de dire sans piquante, sans poivre. Chère dame, s'il vous plaît, un de plus, mais un poco piquante. S'il vous plaît, je ne peux pas manger ça. D'accord. La chaleur du plat qui coupe le souffle d'un client inexpérimenté et le fait transpirer et pleurer provient principalement de la sauce guacamole. Quant aux Mexicains, le piquant ne semble que simuler leur appétit. Chaque habitant du Mexique mange au moins 60 kg de tacos par an. Muchas gracias. Maintenant, je vais goûter un taco non épicé. Très délicieux. Les Mexicains mangent des tacos pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. C'est peut-être pour cette raison qu'on dit souvent que les Mexicains sont la nation. Voici l'une des inventions les plus géniales des cafés mexicains. Pour éviter de faire la vaisselle, l'assiette est mise dans un sac plastique. Et pour le prochain client, l'assiette est sortie, mise dans un nouveau sac, et c'est tout. Pas de lave-vaisselle. Vous savez, je suis paresseux, je déteste faire la vaisselle, c'est affreux. La chose la plus détestable de la vie. Et j'ai essayé d'inventer quelque chose. Honnêtement, j'ai même acheté des assiettes jetables, mais c'est plus simple et moins cher. Une assiette rentre dans un sac. Cool. Gracias, señora. Vous voyez à quel point c'est soigné. Un cuisinier ne touche pas à l'argent. Une autre personne le prend. Parce que l'argent, c'est sale. Et les mains du cuisinier doivent être propres. Salut. Dans de nombreux restaurants et cafés de la rue, les gens grignotent les tacos. Et après cela, ils boivent de la tequila, bien sûr. C'est peut-être la raison pour laquelle la façon la plus rapide, la plus efficace, la plus originale, la plus inattendue et la plus dangereuse de devenir sobre a été inventée à Mexico. Bonjour, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Le courant électrique. Mes amis, c'est un vendeur d'électrochocs. Le Mexique est le seul endroit où c'est possible. S'il vous plaît, dites-moi, quel est le but de cela? Pour déceler rapidement ou pour évacuer le stress. Vous voyez, si vous êtes triste ou stressé, venez sur la place centrale de Mexico et faites-vous une belle décharge électrique. C'est douloureux? Non, ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous donner un choc. Oh mon Dieu, quel système est-ce? Quelques câbles, c'est affreux. Une personne normale et sensée ne ferait jamais ça. Mais je suppose que ce n'est pas à propos de moi. Combien? 15 pesos. Mais gentiment. Ok, donne-moi ta main. C'est terrible. Eh, je vais essayer. C'est de l'électricité. Tu veux plus dur? Non, pas question. Essaie-le. Sois un homme.
Je vais le faire moi-même, moi-même. Non, j'ai fini. Vous devez payer pour cela. C'est horrible. Chers amis, c'est une vraie folie. Voilà. Pour votre propre argent, honnêtement, gagné, vous vous électrocutez. C'est vraiment douloureux. Très douloureux. Pépé, ton électrochoc est une vraie folie. Je ferais mieux d'aller écouter de la musique. Merci. Les mariachis, chers amis, la marque mexicaine au même titre que la tequila ou les fameux chapeaux sombrero. Le mot mariachi désigne à la fois la musique et les musiciens qui l'interprètent. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Tout le monde a entendu Bésame Mucho ou A Cucaracha. Tout est mariachi. Chaque soir, ils se rassemblent ici, sur la place centrale de Mexico, et vous pouvez leur commander de la musique. C'est généralement fait pour dire à quelqu'un combien vous l'aimez. Des sérénades, des mariachis romantiques, de la tequila réchauffante et des délicieux tacos. C'est ainsi que les Mexicains, les habitants de Mexico, finissent leur journée. Ils aiment passer leur soirée dehors, marcher, parler, profiter de leur vie. Surtout quand il se met à neiger de façon inattendue dans la ville du printemps éternel. Bien sûr, ce n'est pas réel. C'est aussi un cadeau aux habitants de la ville. Chaque nouvel an, l'immense patinoire est installée au centre de la ville et les générateurs de neige sont dans les rues principales. Les haut-parleurs diffusent la meilleure musique de Noël. Les Mexicains peuvent sentir le charme des vacances de Noël quelque part en Europe, danser sous la neige avec un verre de vin chaud dans leur pays tropical. À une vingtaine de kilomètres de Mexico, dans la zone naturelle protégée par l'UNESCO, on peut voir à quoi ressemblait une ville ultramoderne, l'une des plus grandes du monde avant l'arrivée des Espagnols. C'était tous des canaux sans fin et des îles artificielles créées par les Aztèques. En fait, ceci existe toujours. La technologie est très simple. Beaucoup de pierres et de terre étaient entassées dans l'eau. Ensuite, une rangée de pieux a été construite autour. Et l'essentiel est que les arbres aient été plantés de manière dense autour de l'île. Ces îles étaient et sont toujours utilisées pour les besoins agricoles. Léon II est numéro 1 dans la liste des endroits les plus effrayants de la Terre. Chers amis, nous sommes sur une île déserte qui a la réputation d'être un endroit effrayant parmi les locaux. Ils pensent qu'il se passe des trucs infernaux ici. C'est vraiment effrayant. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Buenos días. Bonjour. On dirait que personne n'est à la maison. Mais la porte est ouverte. Regardez ça. Sur chaque arbre, il y a des centaines de vieilles poupées moussues avec des taches de moisissure. Beaucoup d'entre eux sont cassés depuis longtemps. Il y a quelque temps, cette île était habitée. Don Julián Santana a vécu ici, un fermier. Mais soudain, sa vie est devenue un enfer. Chaque nuit, le fantôme d'une fille commençait à hanter sa maison sur cette île. Elle s'était noyée dans ce canal. La vie de l'homme est devenue insupportable. Il faisait des cauchemars et ne pouvait pas dormir. Mais un matin, tout a changé pour de bon. Don Julián avait trouvé une vieille poupée sans bras dans sa cour. Il l'a pris pour un signe et il a accroché la chose trouvée à un arbre pour apaiser le fantôme.
Depuis lors, tout a changé. Maintenant, le fantôme de la fille hantait moins souvent l'homme. Pour apaiser l'âme de la défunte, Don Julián commença à ramasser des vieilles poupées sur les tas d'ordures et à les accrocher sur l'île. Beaucoup de gens pensaient que le collectionneur de poupées était fou, mais il y avait ceux qui croyaient que le fantôme existait. Pour aider Don Julián à apaiser l'âme des enfants, ils ont commencé à apporter de vieux jouets sur l'île, les transformant en cimetière de poupées. Les bras et les jambes arrachés, les coups retournés, les têtes cassées, les restes de poupées en plastique ou en caoutchouc pendent presque de chaque arbre. Même les jouets en peluche sont ici. C'est comme si chacun de vos pas sur cette île mystérieuse était observé par des centaines d'orbites vides. Franchement, c'est flippant. Pour cette raison, les Mexicains qui vivent dans cette région de Xochimilco essaient de passer dans leur bateau aussi vite qu'ils le peuvent. On déconseille également de venir ici aux touristes délicats, aux femmes sensibles et surtout aux enfants. Une fois, les enfants jouaient avec elle, et maintenant, elle effraie même les adultes. Les vieux restent sales et laids de poupées attachés avec du fil de fer comme des bourreaux. Ce n'est pas un spectacle pour les personnes sensibles. Pendant 50 ans, Don Julián ramassait des poupées. Pendant ce temps, il en avait recueilli plus d'1 millier. Mais ce n'était évidemment pas suffisant pour apaiser le fantôme. En 2001, il s'est noyé, près de sa maison, juste à cet endroit. Aujourd'hui, une croix est placée pour vénérer la mémoire de cet homme hors du commun. Il est né le 28 octobre 1914 et il est décédé le 17 avril 2001. C'est dans le sang mexicain de croire aux choses mystiques. Les rumeurs effrayantes n'ont pas cessé même après la mort du vieil ermite. De nombreux visiteurs sont tellement impressionnés qu'ils ont l'impression que de vieux jouets chuchotent entre eux et ils marchent même sur l'île la nuit. Beaucoup de gens croient en ces légendes. Les psychologues l'expliquent avec un mot simple, des visions. Les gens semblent voir les choses dont ils ont peur. En fait, cette peur a été utilisée pour attirer les étrangers ici. La famille de Julián a essayé de transformer cette île en une attraction touristique, mais ça ne s'est pas bien passé. Voici un secret pourquoi. Il y a 2 îles de poupées à Mexico. Le premier est réel, mais il faut 2 heures pour y arriver en bateau. Le second est faux. Il a été fait pour les touristes plus proches de la ville, avec des poupées accrochées aux arbres. Et c'est la vraie maison où vivait Don Julián. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemblait cet homme vraiment bizarre. Son neveu était le seul homme qui pouvait parler à Don Julián pendant sa vie d'ermite. Aujourd'hui encore, il vient souvent ici. Bonjour, Seigneur. Anastasio Santana Velasco avait apporté de la nourriture et des vêtements à son oncle bizarre. Aujourd'hui, en mémoire de son parent, il continue de prendre soin de l'île et de la maintenir en ordre. Mon oncle est parti depuis longtemps, mais avec ses poupées, il est entré dans l'histoire. Cet endroit est toujours célèbre. Il y a même la première poupée ici. La même? Oui, c'est sur cette île depuis 60 ans. Et celle-là était sa préférée. Pourquoi? Peut-être parce que c'est la plus grosse. Je vois de l'argent et des offrandes. Elle est décorée comme une déesse. Oui, pour beaucoup de gens, cet endroit est devenu un sanctuaire. Ils viennent ici pour demander de l'aide au fantôme de la fille. Mon oncle était un homme très solitaire. Il n'avait pas de famille. Et seulement ici, sur cette île, il était heureux. Anastasio Santana s'était construit une petite hutte. Il vient souvent ici pour être seul, faire du ménage et rendre visite à ses effrayants résidents en plastique. Il a juste peur que s'il néglige l'île, le fantôme de la fille commence à le hanter, à avouer l'homme. C'est pourquoi il promet de prendre soin de cet endroit et de ses habitants mal formés par le temps jusqu'au jour de sa mort.
Les corps de poupées plastiques sur une île déserte ne sont pas comparés à ceux qui se passaient au sommet des pyramides mexicaines à l'époque aztèque. Les grandes structures qui avaient survécu nous rappellent les cruels sacrifices des tribus indiennes. C'est notre prochain sujet. Restez à l'écoute. Et c'est la principale destination touristique du Mexique. L'ancienne ville abandonnée de Teotihuacan, située à 48 km de la capitale. Être à Mexico sans venir ici, c'est comme être à Kiev sans voir Maïdan. On ne sait toujours pas avec certitude qui a construit tout cela, mais les Aztèques étaient ceux qui avaient trouvé ces énormes structures, et leur taille leur a fait penser que seuls des géants ou des dieux auraient pu créer cela. C'est pourquoi l'endroit s'appelait Teotihuacan. Son sang littéral est lieu de naissance des dieux. Les Aztèques, les anciens Indiens, sont venus ici vers le 14e siècle. On ne peut qu'imaginer les sentiments que les gens qui ne connaissaient rien au progrès technique ont ressentis en voyant cette ville abandonnée. À Teotihuacan, on se sent comme une petite fourmi dans une immense fourmilière. Vous pouvez à peine imaginer comment, et ce qui est encore plus important, pourquoi ces pyramides géantes ont été construites. Lorsque les Espagnols ont demandé aux Aztèques qui avait construit tout cela, les Aztèques se moquaient d'eux, montrant les os des mammouths géants et disant en plaisantant que c'étaient les anges des bâtisseurs géants. L'escalier est très raide. En vérité, c'est le plus grand complexe archéologique du Mexique et nous sommes au sommet de la plus haute pyramide mexicaine. Sa hauteur est de 65 mètres et on l'appelle la pyramide du Soleil. Les noms de tous les bâtiments de la ville antique ont été donnés par les Aztèques. À l'exception de la pyramide du Soleil, il existe deux autres structures énormes. La pyramide de Quetzalcoatl, dédiée au dieu serpent, et la pyramide de la Lune. Et c'est la rue principale de Teotihuacan. Il mesure 50 mètres de large et 3 km de long. Les Aztèques ont trouvé beaucoup de restes humains ici. C'est pourquoi ils ont nommé l'avenue la route des morts. Probablement, les mystérieux habitants de la ville antique avaient une pratique sacrificielle. Les archéologues y ont trouvé des fosses communes et des squelettes aux poignets et aux jambes liées, avec des colliers de mâchoires humaines autour du cou. À un moment donné, c'était l'une des plus grandes villes du monde. 200 000 personnes vivaient ici. Les travaux de construction ont commencé vers l'an 200 avant notre ère, et les gens ont abandonné la ville vers le 8e ou 9e siècle. La raison est inconnue. 248 marches et vous êtes au sommet de la pyramide du Soleil. Le plus grand nombre de touristes vient ici le jour de l'équinoxe de printemps. Il y a une croyance que la pyramide accumule de l'énergie positive et elle sort ce jour-là. C'est pratiquement la fin. Les sites sont magnifiques. Les Mexicains viennent ici pour se recharger en énergie spatiale. Pour cela, il vous suffit de toucher les pierres. Les Indiens croient que Teotihuacan est le lieu où les dieux étaient revenus après le déluge pour recréer la terre. Pour cette raison, cet endroit peut littéralement être appelé antédiluvien. Et le plus étonnant est que Teotihuacan est conçu comme un modèle de système spatial construit à l'échelle. Les Teotihuacaniens étaient très religieux. Les prêtres astronomes étaient le deuxième rang le plus élevé après les dirigeants. Il y a de fortes chances qu'ils dirigeaient la construction de la grande ville. Déjà au 1er siècle de notre ère, cette ville était très développée d'un point de vue technique. Par exemple, il y avait ici un système d'égout et même de l'eau courante. Pourquoi les gens ont-ils abandonné cette ville? Les 4 raisons principales sont possibles. La première est l'éruption volcanique. Il s'appelle Tenan. La deuxième raison est une épidémie. La troisième raison est un changement climatique, du tropical au sec et torride. La quatrième raison est l'attaque des tribus. Le nom de l'ancienne ville est encore inconnu, ainsi que qui l'avait fondée et pourquoi. À l'époque aztèque, Teotihuacan est devenu une capitale culte de l'Empire. De nos jours, beaucoup de gens pensent que c'est un centre énergétique de tout le Mexique. Quoi qu'il en soit, les fouilles sont toujours en cours ici. Il est tout à fait possible que la pyramide principale reste à découvrir. On continue. La religion des criminels et des barons de la drogue. Le culte de la Sainte Mort.
Ils viennent ici avant de commettre un meurtre, par exemple, et demandent de l'aide. Et les colliers effrayants portés par les fans de la religion effrayante. Ce sont des perles d'os humain. Ne quittez pas, ça va être intéressant. Toute la ville de Mexico ne ressemble pas à Barcelone ou à Madrid. Cette ville est appelée l'une des plus dangereuses au monde pour une bonne raison. Il est très important de savoir dans quel quartier vous vous trouvez. Un étranger ne devrait même pas s'approcher de certaines rues. Les Mexicains eux-mêmes essaient de se tenir à l'écart de ces lieux ou de les croiser rapidement dans leur voiture. Ce sont les autres où les trafiquants de drogue font leurs affaires et les gangs règlent les choses tous les jours. Les bagarres, les vols et même les meurtres sont assez courants pour de tels endroits. Nous ne savions pas que Tepito était le quartier le plus dangereux de Mexico. Nous sommes venus ici parce que le nom Tepito, traduit de la langue aztèque, signifie un petit temple, et nous voulions trouver ce temple. Mais nous ne pouvions pas comprendre pourquoi, à chaque étape de notre recherche, nous recevions des avertissements indiquant que nos vies et nos appareils étaient en danger. Partez aussi vite que vous le pouvez. Vous êtes dans l'endroit le plus dangereux de Mexico. N'y allez pas. Vous allez vous faire tuer. Merci. Ce n'est pas la première fois qu'on nous avertit que c'est le quartier le plus dangereux de Mexico. Et c'est très dangereux d'être ici avec une caméra. Vous serez volé. Mais là, il y a ce truc qu'on venait juste de vous montrer. On va essayer de le faire le plus vite possible car c'est vraiment dangereux. En général, le Mexique est un pays chrétien. Et vous pouvez voir la preuve littéralement à chaque coin de rue. Voici un hôtel chrétien classique. Les gens passent et font un signe. La maison d'habitation habituelle. Nous voyons Sainte Marie, Jésus-Christ, mais si vous regardez attentivement le reflet, vous verrez des squelettes et des crânes de l'autre côté de la rue. C'est le culte de la Sainte Mort. Sainte Santa Muerte. C'est très populaire au Mexique. Elle est vénérée principalement par les criminels et les barons de la drogue. Pour cette raison, le petit sanctuaire est situé dans ce quartier dangereux. Santa Muerte est un culte religieux moderne. C'est un mélange de rituels aztèques et de croyances catholiques. Les croyants adorent leur déesse particulière. En symbole de la mort, une femme squelette portant des vêtements très lumineux. Pour des millions de Mexicains, le dieu est cette fille squelettique, Santa Muerte, ou Sainte Mort. On pense qu'elle est jalouse et vengeresse, et pour l'apaiser, les gens apportent des bonbons, de l'alcool, des fruits, des légumes et des fleurs. Bonjour. As-tu apporté les fleurs pour la Santa Muerte? Oui, je l'ai fait. Est-elle le Dieu principal pour vous? J'ai deux dieux, Jésus-Christ et Santa Muerte. Ils sont égaux à moi. Le dimanche, jusqu'à 5000 adeptes de cette religion effrayante viennent dans ce petit temple. Ils demandent à Santa Muerte, qui s'appelle aussi osseuse, maigre ou simplement la fille, les choses que les gens demandent habituellement aux dieux. Mais parfois, le squelette reçoit des demandes horribles. Aujourd'hui, des millions de Mexicains ordinaires vénèrent également Santa Muerte. Mais généralement, c'est un dieu pour les criminels. Ils viennent ici avant de commettre un meurtre, par exemple, et demandent de l'aide. Ou si vous souhaitez simplement que quelqu'un soit mort, vous pouvez le demander à Santa Muerte. Bien que l'on puisse venir ici avec une demande humaine normale et habituelle pour la santé, l'amour, le bonheur, l'argent ou le bien-être. Les croyants viennent généralement ici avec des rubans, comme ça. Et la réalisation d'un souhait dépend de la couleur d'un ruban. Si un ruban est noir, vous souhaitez que quelqu'un soit mort. Si c'est rouge, tu demandes de l'amour. Si c'est blanc, vous voulez arrêter de boire. Et si le ruban est doré, alors c'est de l'argent, bien sûr. Enriqueta Romero est la propriétaire de cet hôtel mortel. Il y a 14 ans, elle a transformé sa maison en sanctuaire de Santa Muerte. Bienvenue. Comment avez-vous eu une idée pour le créer? Pendant toute ma vie consciente, j'ai cru en la Sainte Mort. Et ce sanctuaire est en merci à Santa Muerte, ma déesse.
Quand avez-vous commencé à croire pour la première fois? Pas en Jésus-Christ, mais en cette fille squelette. Je suis catholique. Je crois en Jésus-Christ avant tout. Et puis à Santa Muerte. Elle m'a sauvé. J'avais un cancer du poumon et j'étais en train de mourir. Mais grâce à ma croyance en la Santa Muerte, je suis ici maintenant et je peux te parler. Combien de sanctuaires comme celui-ci sont à Mexico? Il y a environ 6000 hôtels dans tout le pays. J'ai entendu dire qu'en 2009, le président avait interdit le culte de la Santa Muerte et que de nombreux sanctuaires avaient été détruits le long de la frontière américaine. Mon sanctuaire existe depuis 14 ans et je n'ai eu aucun problème. Mais dans d'autres quartiers, des sanctuaires ont été démolis. Mais il est impossible de tuer la foi avec la force. Il semble qu'ils l'aient compris et ils ont arrêté d'essayer. Un sanctuaire domestique est un lieu pour les affaires ainsi que pour l'âme. Près de l'hôtel, Enriqueta et son mari ont ouvert un magasin pour les fidèles, avec des choses à offrir aux sans-squelettes. Que vendez-vous ici? Ce sont surtout des icônes et des figures de la Sainte Mort. Alors les croyants portent des figures de la fille squelette avec une faux sur le cou au lieu d'une croix. Oui, ils le font. J'ai beaucoup de choses intéressantes. Viens et vois. Au 10e étage d'un sanctuaire, nous avons vu un entrepôt rempli d'os et de crânes. C'est terrible. Vraiment effrayant. Je n'ai jamais vu autant de crânes dans une petite pièce. Ceci est ma collection de crânes et de personnages de la Sainte Mort provenant de différents États mexicains. Il est évident que la Sainte Mort n'est pas seulement aimée, mais idolâtrée et adorée ici. Elle obtient tout. Verre à tequila de 5 litres, pommes, citrouilles, pain, café. Ces produits sont des cadeaux pour Santa Muerte en guise de remerciement pour l'accomplissement des souhaits. Je l'aime tellement. C'est une si bonne sensation quand je la touche et que je l'embrasse. Ma belle vieille dame adorée. Votre quartier est appelé le plus troublé de Mexico. Et les gens, en particulier les étrangers, sont déconseillés de venir ici. Est-ce que beaucoup de criminels viennent dans votre sanctuaire? Beaucoup d'entre eux. Mais je ne pose jamais de questions. Ce ne sont pas mes affaires pourquoi ils viennent ici et ce qu'ils font. Votre collier. Il a des crânes en plastique et quelques os. Et les os semblent naturels. Oui, ce sont des véritables ossements humains. Oh mon Dieu, des vrais os? Puis-je regarder? Oui, bien sûr. Sont ces doigts ou quelque chose? Ce sont ces os. Ces os, où les avez-vous trouvés? Dans un cimetière. Qui est allé au cimetière pour ramasser des ossements? Mon fils. Vous savez, n'importe qui peut aller au cimetière et s'il y a des tombes déterrées, il peut prendre n'importe quelle partie du corps. N'êtes-vous pas inquiet que ce soit des parties du corps d'une personne inconnue qui était chère au cœur de quelqu'un? Et maintenant, le corps du cimetière est endommagé. J'aime aussi beaucoup ces os. Je prends soin d'eux et ils me sont chers. À des moments comme celui-là, il devient clair pourquoi de nombreuses personnes ainsi que l'Église catholique pensent que le culte de Santa Muerte est de la magie noire. Et ces adeptes sont appelés les fins du diable. Mais malgré le port de colliers en os humains, les fidèles eux-mêmes ne rejettent pas la foi catholique et ils ne pensent pas qu'ils sont des satanistes. Este segundo misterio se lo vamos a ofrecer a nuestra Santísima Muerte. Santísima Muerte querida. Santísima Muerte querida. Y de mi corazón. Santísima Muerte. Santísima Muerte. Gran Señora de Luz. Y mi economía. Se multiplique. Se multiplique día con día. Protégenos de noche y de día. Amén.
Pendant que nous parlions au propriétaire du sanctuaire de Santa Muerte, une messe dominicale a commencé. Regardez combien de personnes sont ici. La prière est en cours. Et ce qui est le plus inhabituel pour moi, une claire odeur de marijuana remplit l'air. Un homme est apparu. Il a fumé en juin et maintenant il va l'offrir en cadeau à sa déesse de la mort. Comme des adorateurs, comme des offrandes. Marijuana, cigarettes, bière, c'est comme une redevance à payer à la fille osseuse pour les choses qu'elle fera pour un pétitionnaire. De plus, les fans de Santa Muerte pensent que la fumée de cigarettes, en particulier la fumée de marijuana narcotique, nettoie l'espace de la mauvaise énergie. C'est pourquoi personne ne combat le tabagisme ici. Bonjour. Bonjour. Je vois que tu as la déesse de la mort tatouée sur ton bras. Oui, je crois en la Sainte Mort depuis plus de 20 ans maintenant. Qui est-elle pour vous? Elle éclaire les gens et les protège. J'en vois un autre. Laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce le diable? Oui. Et c'est aussi le diable. Vos tatouages et vos cicatrices. Je ne veux pas être impoli, mais peut-être qu'il raconte quelque chose sur votre passé, si ce n'est pas un secret. Oui, j'étais en prison. C'est là que j'ai commencé à croire en la Sainte Mort. C'est elle qui m'a aidé à sortir de prison. Que dit cette phrase? Je ne vous le dirai pas. Est-il vrai que dans les prisons mexicaines, beaucoup de prisonniers, sinon tous, vénèrent la Santa Muerte? Oui, c'est vrai. À votre avis, quelle est la raison? Pourquoi elle? Parce qu'en prison, nos frères croient qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour les faire sortir de là. J'ai vu que tu venais, tu priais, puis tu dévissais une bière, en versais un peu sur l'asphalte, puis tu fumais de la marijuana. Cela fait-il partie d'un rituel? Oui, ce sont mes offrandes pour elle. Je veux le partager avec Santa Muerte et je sais qu'elle sera heureuse de mes friandises et qu'elle donnera à mes proches de santé et de bonheur. Ici, il croit que Santa Muerte est puissante en matière d'amour et d'argent. Elle protège également contre des morts violentes et des maladies. Et aussi, non seulement les personnes ayant un passé criminel visitent ces sanctuaires, mais aussi ceux qui n'ont rien à espérer. Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous été gentil? Je prie pour que vous vous rétablissiez. Je vous aime. Merci. Elle va l'aider. Tout ira bien. Le propriétaire du sanctuaire est appelé prêtre. Les gens lui demandent de prier la Santa Muerte pour les enfants malades ou pour protéger les bébés. Elle est presque une sainte pour beaucoup de gens. Enriqueta nous voit et elle nous rappelle une fois de plus que nous devons redoubler de prudence. Soyez prudents, ne descendez pas du taxi, c'est très dangereux ici. Muchas gracias, señora. Je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, la dame ne voulait pas que nous partions jusqu'à ce que le taxi soit arrivé au seuil de son sanctuaire. Elle dit que c'est dangereux de faire même 10 pas ici. Et maintenant, nous allons dans un autre temple de la Sainte Mort. Seul celui-ci est grand. Le plus grand sanctuaire du monde où des milliers de personnes vénèrent la déesse effrayante. Un spectacle incroyable avec un service religieux mystérieux avec un culte de masse de la femme squelette. Vous verrez tout cela dans l'un de nos prochains programmes. Chers amis, notre rendez-vous d'aujourd'hui avec l'Amérique latine est terminé. Nous partons à la recherche de nouvelles histoires et vous les montrons dans une semaine sur le canal 1+1. Bon week-end! Au revoir! Dans notre prochain programme, vous verrez lucha libre ou lutte, le sport préféré des Mexicains. Surtout si seules les filles sont sur l'arène. Aïe! Il est difficile de les appeler le sexe faible.
Après les sports extrêmes, la cuisine extrême nous attend. Regardez-le bien. Vous pouvez voir le torse et la tête. 1, 2, 3. Ça a le goût de... Il a le goût d'une fourmi chicatana. Anya, notre compatriote, nous apprendra à manger des fourmis, des scorpions et des araignées. Et un visage. Et puis, une fille ukrainienne nous fera un cadeau. On vole dans un avion VIP unique. Anya, pourrais-je voler avec le pilote? Oui. Seuls les plus riches et les plus célèbres peuvent s'offrir une balade sur cette limousine volante. L'avion. Madonna elle-même a volé dessus. Et maintenant, je suis dans le fauteuil du copilote. Une dose d'adrénaline des meilleurs pilotes de Mexico est garantie. Je n'oublierai jamais ce vol. Pull up, crie la machine, parce que les capteurs disent que nous sommes trop bas. Wow! C'est juste à couper le souffle, chers amis. Un super avion, nous volons aussi près de la montagne. L'aile le frôle presque. Nous allons vous montrer un Mexique vraiment choquant, où non seulement les sauvages de la jungle pratiquent les anciens rituels, mais aussi les gens civilisés. Par exemple, dans la ville de Pamouche, il est tout à fait normal d'aller au cimetière et de sortir les ossements de votre proche de la tombe. C'est tellement effrayant. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Ce sont les os de mon père. Je les nettoie. Les dames sont autorisées ici, et les enfants adorent jouer avec les os de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Une fois par an, presque toutes ces tombes effrayantes sont vidées. Il est difficile de croire qu'il ne s'agit pas d'un décor de film d'horreur ou d'une création de réalisateurs hollywoodiens. Ne le manquez pas. À bientôt. La troisième raison possible est... La quatrième raison est la douleur. Un peu de cauchemar infernal. Combien? 100 pesos. Oh, Mucho. No, lleva varios días de trabajo. Mucho. Beaucoup et effrayant. Mamie, j'ai peur. Croyez-le ou non, mais... Je pense que chacun de vous a entendu Besame Mucho ou A Cucaracha, A Cucaracha. Il vaut mieux ne pas chanter. Mieux vaut ne pas chanter. Une vraie Rolls-Royce. Et un morveux derrière le volant. Sacha. Sacha. As-tu peur? Bandit, bandit. Tirons dessus. Un criminel. Il a volé un téléphone et il s'enfuit. Et cette Mazda le poursuit. Les Mexicains sont la nation la plus mince du monde. Le monde à l'envers avec Metro.